C'est toujours très impressionnant cet amphithéâtre. Chers collègues, chers amis, je me permets, avant d'introduire cette table ronde et ses invités, de souhaiter un joyeux anniversaire à l'AMSTI, puisque finalement 40 ans, on n'arrête pas de répéter qu'ils ont 40 ans, qu'on a 40 ans. Donc joyeux anniversaire, et je suis d'autant plus content de dire ça que c'est aussi nos 40 ans du planétarium de l'Université de Strasbourg. Donc ce soir, on pourra faire la fête et fêter ensemble nos 40 ans. Voilà, au Maillon. Donc on pourra aussi cocher dans l'évaluation l'aspect festif. Donc ça sera déjà une bonne case. On verra ensuite pour le reste. Donc en tout cas, merci en tout cas de m'avoir confié la délicate tâche d'animer cette table ronde. Comme l'a dit Agnès, qui doit aussi nous accompagner et nous aider à réfléchir, à converser, à échanger, à débattre et parfois à pas être d'accord sur ce thème choisi pour le congrès qui est l'engagement. L'engagement citoyen, l'engagement d'un ensemble d'acteurs pour la culture scientifique, mais également pour d'autres domaines, et de questionner cette notion d'engagement. Alors, pour ça, on va plutôt articuler notre table ronde autour de plusieurs questions. Qu'est-ce qui nous engage? Qu'est-ce qui nous pousse à nous engager? Quels sont les objectifs poursuivis? Des objectifs de connaissance, politique, de faire société, de créer du commun? En quoi l'engagement nous permet de relever les défis de société, d'aller à la rencontre de nos publics, d'aller chercher de nouveaux publics? Pourquoi? Et comment faut-il promouvoir l'engagement de nos publics, des habitants d'un territoire, des citoyens? Et pour explorer cet ensemble de questions, nous avons choisi de croiser, de mettre en conversation, un terme cher à Thierry Danet à ma droite, voilà, 3 personnalités avec des parcours, des moteurs, des formes d'engagement différents et complémentaires dans le domaine de la recherche scientifique, de l'enseignement, la médiation, la vulgarisation, la musique, l'expérience culturelle et artistique. Donc à ma gauche, Guillaume Lecointre, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, chercheur en systématique. Tu es actuellement conseiller scientifique du président du Muséum national d'histoire naturelle, Bruno David. Guillaume Lecointre, pour ceux et celles qui le connaissent, est très engagé dans la vulgarisation et l'enseignement, notamment de la classification. Tu as aussi contribué à former, je ne sais pas combien de centaines de milliers d'élèves, mais aussi d'étudiants, à cette notion de classification qui n'est pas toujours évidente. Et pour en témoigner, nous avons la chance d'inviter régulièrement, et il accepte de venir à Strasbourg. Et à chaque fois que Guillaume donne une conférence, vous avez tout un groupe d'étudiants qui descendent à la fin de la conférence pour faire signer le manuel sur lequel ils ont étudié la classification. Donc c'est en gros une star, Guillaume Lecointre. Par ses publications et ses interventions publiques, Guillaume est également très engagé dans la lutte contre les pseudosciences, qui a été soulignée également par Caroline Zorn, et le retour du spiritualisme en sciences. C'est le terme que tu utilises. Très généreux de son temps, comme je vous le disais, il nous a accompagnés ici à Strasbourg pour la création notamment de la structure La Maison pour la Science en Alsace, mais aussi pour la rénovation du musée zoologique, et pour cela, je le remercie. À ma droite, Thierry Danet. Thierry Danet, il est musicien, il est directeur d'Artefact, qui regroupe une scène bien connue des Strasbourgeois, la laiterie. Voilà, si vous voulez négocier des entrées, profitez-en. C'est un lieu de référence en Europe. No way, ok. Pardon, excusez-moi. Lieu de référence en Europe dans le domaine des musiques actuelles. Et l'Ososphère, un festival pluridisciplinaire autour des cultures numériques qui explore les pratiques artistiques et culturelles autour du numérique, le renouvellement de la forme de la ville en proposant des nuits électroniques, des expositions, des cafés conversatoires, ainsi qu'une plateforme de réflexion, création et production. Il dirige également Radio en Construction et a réalisé de nombreuses productions radiophoniques. Et ma collaboration avec Thierry est plurielle et s'appuie sur notre volonté commune, je pense, de contribuer à la construction de la ville et des territoires. Enfin, en ligne, Olivier. Bonjour Olivier, tu nous entends bien? Oui, bonjour. Oui, oui, je vous entends bien. Bonjour. Olivier, tu nous entends bien? Olivier, 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 bonjour. 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 Olivier,
Donc Olivier Lasvernias a une formation d'astronome et il est aujourd'hui professeur de sciences de l'éducation à l'université de Paris-Nanterre. C'est également, avec Guillaume, quelqu'un qui a été très impliqué, mais par des voies différentes, dans tout ce qui est médiation et vulgarisation scientifique. Il préside notamment depuis 1993 l'Association française d'astronomie, dont je salue aussi le directeur, et le créateur des Cités des métiers. Il a ainsi été le créateur d'un événement qu'on chérit particulièrement à Strasbourg, mais pour toutes les personnes férues d'astronomie qui ont la chance d'avoir un planétarium, ou des associations d'astronomie amateurs qui sont nombreuses, la Nuit des étoiles. Voilà, donc cet événement qui aujourd'hui fait partie des événements culturels de médiation scientifique majeurs à l'échelle du territoire et je pense même au-delà de nos frontières. Il a travaillé 30 ans à la Cité des sciences et de l'industrie et il s'intéresse aujourd'hui, il participe à nourrir notre réflexion sur les collaborations entre chercheurs, des chercheurs académiques et les différentes communautés qui peuvent participer à la construction de savoirs comme les scientifiques amateurs, les malades co-chercheurs. Et il anime ainsi des travaux autour de nouvelles coopérations réflexives en santé, des situations de e-learning informel et de l'institutionnalisation de la culture scientifique et technique en France. Voilà un petit peu pour dresser le portrait de nos intervenants. Ma tâche va être d'essayer de les faire converser ensemble et puis, mais pour cela, je vais les interroger sur cette notion d'engagement et essayer de nous amener les trois et puis vous avec chers collègues et chers amis à réfléchir ensemble sur cette notion d'engagement. Donc la première question que j'aurais envie de poser, peut-être je me tourne vers toi Guillaume, pour engager cette conversation, et une question que je pose à chacun de vous, de nous expliciter un peu ce qui motive votre engagement et comment vous le qualifieriez. L'engagement d'un... T'appuies sur le... J'appuie dessus, voilà. Bonjour à tous et à toutes. L'engagement d'un chercheur. L'engagement des chercheurs a fait l'objet de plusieurs articles dans la presse ces dernières années sur la question de savoir comment le chercheur doit s'engager. C'est pas tant s'il doit l'être ou pas, il semble évident à tous qu'il devrait l'être, mais c'est sur le comment. Alors je vais commencer par le pourquoi doit-on et ensuite on verra sur le comment. Le pourquoi doit-on, j'ai envie de vous donner tout de suite une réponse très prosaïque. Je suis fonctionnaire d'État, chercheur au Muséum national d'histoire naturelle, je suis payé avec vos impôts. Alors, ça a l'air tout bête, mais le fait que je sois payé avec vos impôts donne une qualité particulière à ce que je produis. C'est-à-dire que ce que je produis est filtré par un collectif international, par l'exercice de l'évaluation par les pairs. Je suis payé pour garantir la fiabilité d'un contenu de connaissance, c'est-à-dire produire des affirmations rationnelles et collectives sur le monde réel. Et je souligne collective, parce que ce que j'ai à dire sur le monde réel, ça va être filtré par un collectif professionnel. Une fois que c'est fait, une fois que c'est sorti, eh bien... ça a été produit par des gens qu'on paye pour garantir la fiabilité d'un contenu de connaissance, et donc ces résultats scientifiques fonctionnent un peu comme des biens publics. C'est une manière qu'ont les États de redistribuer de la richesse culturelle vers ses citoyens, vers leurs citoyens. Ce faisant, la science n'impose pas ce qu'elle propose, elle ne fait que proposer à ses concitoyens. Seulement, elle est passivement contraignante. Elle n'impose pas, elle propose. Arrangez-vous avec ça, c'est ce qu'on a de mieux pour le moment, si vous êtes enclin à expliquer rationnellement et collectivement ce monde réel qui est là devant nous, et en nous également. Vous pouvez vous en emparer ou pas. Et c'est en cela qu'on pourrait dire que la science est passivement contraignante, passivement parce qu'on ne vous l'impose pas, et contraignante parce que celui qui voudrait participer au débat, celui qui voudrait contredire ce que les sciences disent, s'ils veulent le même niveau de légitimité, j'ai envie de dire, ou s'ils veulent simplement être entendus par la communauté scientifique, cette communauté professionnelle dont les actions dont je viens de parler sont le métier, eh bien, il va falloir qu'ils se soumettent à une règle du jeu. Entre scientifiques, il y a un jeu à jouer, il y a une règle de l'argumentation. Je vous le fais court, un truc qui n'est pas vrai ou faux parce que le patron du labo l'a dit, en principe.
il y a des règles de l'argumentation, il y a des règles de l'objection. Et donc ces règles, c'est elles qui garantissent en quelque sorte ce bien public. Alors qu'est-ce qui peut motiver un scientifique dans le principe? C'est de garantir ce bien public dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de veiller à ce que les règles du jeu entre scientifiques soient respectées. Et puis même, lorsque des publics, et là on va en parler tout à l'heure, viennent participer à l'élaboration de connaissances, que ces règles du jeu soient en quelque sorte garanties, des règles de l'argumentation. C'est donc la notion de bien public qui moi, m'anime et de sa garantie. Ça a l'air évident, comme dirait l'autre, ça va mieux en le disant. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez bien, nous avons des acteurs dans la société qui contestent le résultat des sciences ou qui ont des affirmations qu'ils veulent vernir de science, mais dont les objectifs ne sont pas les objectifs nécessairement d'avancée de connaissances. Il peut y avoir des agendas cachés, idéologiques, politiques, religieux, enfin toute une liste d'agendas cachés que vous pouvez imaginer. Et on connaît des cas concrets. Moi qui travaille dans les sciences de l'évolution biologique, je peux vous dire que je suis confronté régulièrement à des écrits, voire même à des personnes qui sont politiquement mues pour nier le fait de l'évolution biologique, parce que ça dérange. Et donc de faire passer pour des discours négationnistes comme étant des discours scientifiques. Et donc là, la question de la règle du jeu, elle est centrale, vous le voyez bien. Au nom de quoi pourra-t-on dire qu'une affirmation n'est pas scientifique? Au nom de quoi pourra-t-on dire qu'une affirmation est scientifique? J'en termine avec le comment. S'il y a règle du jeu et s'il y a bien public collectivement produit et collectivement assumé, ça veut dire qu'un scientifique qui parle devant un public doit pouvoir distinguer ce qu'il dit à titre collectif, au titre de sa profession, et ce qu'il dit à titre personnel. Et ça, c'est un des débats que je ne prétends pas clore aujourd'hui, bien sûr, loin de là, mais simplement je le signale comme étant présent dans le paysage actuellement. Il y a un débat actuellement sur comment les scientifiques doivent-ils s'engager. Il y a des jeunes scientifiques aujourd'hui qui doublent leur discours scientifique d'une certaine forme de militance. Mais d'une militance qui est une militance plus que celle dont je fais état, moi, dans la garantie des biens publics, c'est des militances de contenu, et de conséquences politiques, sur le changement climatique, par exemple, ou sur la question du statut du genre, ou sur toutes sortes de questions qui sont un peu chaudes à l'interface en ces sociétés. Il y a des scientifiques qui revendiquent une certaine forme de militance, et je ne vois pas ça d'un œil nécessairement négatif. Par contre, je dis attention, prévenez le moment où vous parlez à titre professionnel et le moment où vous parlez à titre personnel, le jeu des casquettes. Prévenez parce que s'il n'y a pas de jeu des casquettes, il est trop facile pour ceux qui veulent manipuler les résultats des sciences de réduire ce que dit un scientifique à sa seule opinion personnelle et non pas au produit d'un collectif professionnel. La science restera forte si elle est le produit d'un collectif professionnel. Elle s'affaiblira si elle passe pour une opinion personnelle. Merci. Merci Guillaume, tu as effectivement brassé quelques thèmes, je pense, sur lesquels on pourra revenir. Je vais peut-être passer, pour alterner entre présentiel et visio, maintenant la parole à Olivier. Si tu pouvais également te prêter à cet exercice de la façon dont toi, tu conçois l'engagement, comment tu t'engages toi, et quelle rétrospective tu peux avoir par rapport à tes différentes formes d'engagement, puisque pour reprendre l'expression de Guillaume, tu as plusieurs casquettes, il me semble. Merci. Alors d'abord, merci de m'accepter en visio. Je suis absolument désolé de ne pas être physiquement avec vous, mais les impératifs des calendriers nous obligent à cela. Pour répondre à la question, je vais répondre à la question de, effectivement, comment je vois mes engagements. Donc, très clairement, je juxtapose en ce moment deux casquettes. La question de juxtaposer est une vraie question d'ailleurs. Celle d'un acteur de l'éducation populaire, en l'occurrence l'éducation populaire scientifique, puisque j'ai le plaisir et l'honneur de présider l'Association française d'astronomie, comme ça a déjà été indiqué. Donc là, pour moi, mon engagement, il est vraiment caractéristique de l'éducation populaire, c'est-à-dire que je suis engagé, en fait, dans une organisation dont le but, c'est le partage des savoirs, dont le but, c'est effectivement les valeurs de l'éducation populaire,
Et puis, je suis engagé dans l'animation de collectifs. En tant que président d'association, j'essaie de me mettre au service d'un collectif qui est composé de toute une série d'acteurs qui sont des scientifiques, des acteurs de terrain, des passionnés, des bénévoles, des curieux, et de contribuer à mon niveau à faire fonctionner une structure démocratique avec pour rôle la mise à disposition de ressources, à la fois l'édition d'une revue qui est la première revue francophone d'astronomie ciel et espace, mais aussi tout un secteur réseau et animation, etc. Avec bien entendu une équipe de professionnels dirigée par Eric Pianoel qui est dans la salle et toute une série aidée par tout un conseil d'administration. Donc ça, c'est l'engagement au sens de l'éducation populaire, c'est-à-dire l'engagement dans la gestion démocratique de collectifs éducatifs liés à des communautés, quoi. Après mon engagement dans l'astronomie, je suis tombé dedans en étant tout petit parce que j'ai découvert dans un club d'astronomie monté avec des camarades à quel point on pouvait partager du plaisir et de la satisfaction à faire des investigations scientifiques. Et donc, depuis cette période-là, je me suis engagé à essayer de faire partager ce plaisir au travers d'activités associatives dans des réseaux de clubs. Et puis ensuite, on a mentionné tout à l'heure la Nuit des Étoiles, au travers de tout ce qu'on peut faire dans les réseaux associatifs d'astronomie, les rencontres du ciel et de l'espace, pour ne citer qu'elles, etc. Donc ça, c'est le deuxième volet, c'est-à-dire je suis engagé à titre personnel parce que j'ai envie de faire partager une expérience personnelle que j'ai eue. Et en fait, le choc pour moi, d'ailleurs, c'était de constater que la science, les activités scientifiques pouvaient être passionnantes, alors que finalement, au lycée, je comprenais pas vraiment ce qu'on faisait, quoi. Et je me suis dit que je ne devais pas être le seul. Et donc ça, c'est un deuxième type d'engagement. Après, comme Guillaume, je suis universitaire, fonctionnaire payé par les impôts. Et donc, effectivement, je suis engagé professionnellement dans l'enseignement et dans la recherche. Et là, en sciences humaines et sociales, on en reparlera sans doute tout à l'heure, puisque j'ai fait le choix d'être en professeur en sciences de l'éducation et de la formation. Donc là, pour les sciences de l'éducation et de la formation, comme la plupart des sciences humaines et sociales, aujourd'hui, la question, c'est pas seulement de s'engager dans des travaux de recherche, c'est s'engager dans la construction d'écosystèmes avec des communautés de personnes concernées. Les sciences humaines et sociales, ce sont des disciplines et des épistémologies qui travaillent sur l'humain, sur le social, etc. Et nous ne concevons pas aujourd'hui de travailler sur des personnes sans qu'on travaille avec elles. Donc l'engagement principal pour nous, on a cité tout à l'heure le fait que je travaillais avec des associations de malades sur la réflexivité des malades, etc. C'est évidemment de construire des lieux dans lesquels on peut partager des investigations qui concernent des communautés. Merci beaucoup Olivier. Et pour compléter peut-être de façon, c'est pour ça que je suis ravi que Thierry ait accepté d'intervenir dans cette table ronde pour nous donner peut-être une autre voie, une autre forme d'engagement dans un autre champ qui croise moins peut-être et encore celui qui nous préoccupe. Donc Thierry, toi, même question. Qu'est-ce qui motive ton engagement et comment tu le qualifierais ? Donc bonjour à toutes et tous. Première chose, cet homme est téméraire, puisqu'il n'est pas fou, il est téméraire, puisque en m'invitant, il le fait en connaissance de cause. Donc d'abord, une bonne conversation, ça commence par une digression. Vous avez souhaité plein d'anniversaires, donc je vous souhaite un bon anniversaire, et j'aimerais que vous me souhaitiez un bon anniversaire, puisque la dernière fois que j'étais à cette place, et la seule d'ailleurs, et dans quelque autre université que ce soit, à cette position-là, c'était en 1986, donc 36 ans, pendant les grèves de Vaquet, puisque à un moment tout le monde s'est assis, moi je me suis retrouvé debout, je me suis assis plus lentement que les autres, on m'a envoyé à la tribune, comme quoi l'engagement parfois ça tient à peu de choses. La deuxième chose, c'est je suis là notamment parce que Sébastien, mais essentiellement parce que Sébastien me l'a demandé, c'est-à-dire que et je le dis, ça complétera peut-être un moment le propos. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le genre de personne qui, quand elle me demande quelque chose, je dis oui d'abord,
Il me demande de venir, je dis oui. Et après, je me demande, mais au fait, quel est le sujet ? Et là, je me dis, mais pourquoi j'ai accepté ça ? C'est absurde. Donc, je suis très, très mal à l'aise, etc. Donc, il me téléphone, on se parle, enfin, voilà. Mais tout ça pour dire que, effectivement, je pense que ça éclaire quelque chose d'une relation. Et donc, moi, je suis très, très heureux d'être ici. Et j'espère que, dans notre conversation, effectivement, ma voix pourra amener quelque chose. Donc, évidemment, il me parle, je me dis, au fait, c'est quoi le sujet ? Il m'a demandé de venir, l'engagement, au purée. Et là, j'ai un vrai problème avec ce mot. Et ce qui est formidable avec ce genre de circonstances, c'est que ça permet de s'interroger sur des mots, sur des notions. Pourquoi j'ai un vrai problème avec ce mot d'engagement ? Notamment parce que je me dis, il y a quand même certaines personnes qui ont été embastillées, voire pire, à partir de leurs engagements. Donc forcément, ça me rend un peu humble sur mes éventuels engagements. Ça, c'est un côté des choses. Et l'autre côté, c'est, oui, s'engager, mais quelle est la cause à rallier ? Et pourquoi je dis ça ? Parce que ce qui a initié ma trajectoire, c'est effectivement la musique. C'est notamment le punk. Et donc forcément il y avait quand vous avez 12 ans et que vous êtes électrocuté par ça, les choses vont assez vite et vous vous posez cette question de cause à rallier. Et je me suis aperçu que ça aussi, ça me posait des problèmes, parce que des fois ça voulait dire qu'à force de vouloir rallier la cause, on devait faire des concessions sur la manière dont on se détermine soi-même par rapport aux choses. Donc c'est un mot que j'ai bien évité jusqu'à aujourd'hui. Donc je me retrouve face à ça. Et on en a parlé hier, je me suis dit finalement, il y a aussi quand même quelque chose, c'est que j'ai fini par admettre cette notion d'engagement dans ce que je fais, et je l'ai admise à partir de faits et gestes et personnes qui m'ont engagé par la relation que j'ai nouée avec ces personnes, ces faits et ces gestes. Je vous ai parlé du punk, je peux vous parler pendant 3 ou 4 séminaires de ce type de clash, ou de quelqu'un comme Rachida, qui disait faut aller partout, faut jamais rien lâcher, et si on est convaincu de quelque chose, que sa parole ou que ses actes ont une raison d'être, il faut aller partout où on t'invite à y aller, quoi. Je pense que un endroit où il y a engagement dans mon aventure personnelle, c'est qu'elle n'est pas personnelle, elle est collective. Donc, je parlais de personnes avec lesquelles que j'ai rencontrées et avec lesquelles je me suis engagé. Il y a donc des milliers de personnes, des centaines de milliers même finalement. Mais il y a deux autres personnes, Nathalie Fritz et Patrick Schneider, avec lesquels nous avons monté Artefact. Et Artefact, nous l'avons monté, on avait 20 ans, au départ pour faire... une série d'actions artistiques dans cette ville à partir de nos passions, de choses qui nous avaient mis en mouvement. Et en même temps, on a choisi ce nom. Et ce nom, ça a été finalement, dans la fulgurance du moment, ça a été une manière de s'engager. Ce nom, quelque part, il nous engage. Et la réflexion autour de ce nom, et je pense qu'elle peut-être être un endroit où nous aurions à converser ensemble, c'était de se dire... nous voulons... en fait, on avait plus ou moins un choix. Du côté, il y avait une alternative. Soit on allait dans le camp de l'underground, de la marge, et on essayait de faire des choses qui soient vraiment en adéquation avec ce qu'on pensait, mais qui ne se frottent pas à la marge des choses. Soit on se disait, si on veut peser, si on veut que quelque chose existe à plus grand format, nous allons devoir nous confronter à des systèmes, parce que ces systèmes, plus ou moins, structurent la société, la ville, puisqu'on voulait agir à l'échelle de la ville. Et l'idée, c'était de se dire, on va aller dans ces systèmes, on va exister dans ces systèmes, on va les intégrer, on va faire en sorte de ne pas être dégagé par ces systèmes dans la durée, mais nous ne sommes pas les produits de ces systèmes. Et voilà pourquoi nous avons choisi ce nom d'Artefact, et ce nom, il nous engage, parce que régulièrement, il nous interroge sur ce qu'on essaye de faire. Ça nous fait quelque chose de commun, qui est au-delà de nous et que nous partageons et que nous pouvons discuter. Et je me dis, cette idée d'une démarche qui engage au-delà des actes, ça donne de la cohérence, peut-être, et ça donne de la dynamique. Et
il y a une chose qui est une sorte de colonne vertébrale dans tout notre parcours, c'est de se dire qu'on est tout le temps entre des absolus et de la mécanique. Et que finalement, ce caillou qu'on a jeté très loin avec ce nom, ben, il nous permet en permanence, voilà, d'analyser la mécanique et de voir comment on s'articule à cette mécanique tout en ne faisant pas broyer un certain nombre d'absolus qu'au contraire on veut faire exister dans cette mécanique pour le bien de tout le monde, puisque à la fin nous ce qu'on veut c'est que tout le monde soit content, quoi. C'est pas un acte de piratage, c'est un acte qui au contraire tente de produire, et peut-être ça fait une forme d'engagement. Et peut-être la dernière chose que je dirais comme ça dans cette première intervention, enfin ce premier bout de parole, c'est de dire que je crois que ce qui est peut-être notre singularité par rapport à ce qui a été dit, c'est que nous on découvre en permanence au fur et à mesure ce qui nous engage. Et du coup, ça c'est aussi une forme de confrontation à soi-même, aux autres, à l'époque, à ce qu'on essaye de produire, qui peut-être fait que je peux assumer ce terme d'engagement. Merci beaucoup Thierry. Ah non. C'est super, en fait, le principe de table ronde où on applaudit à chaque fois qu'on intervient. Moi, je suis un peu vexé puisque personne ne m'a applaudi, mais c'est pas grave. Si. N'importe quoi. Alors, n'importe quoi. Voilà, et comment je fais complètement tomber la conversation, tout ça pour des problèmes d'ego, c'est nul. Guillaume. Oui, je voulais rebondir à ce qu'a dit Thierry. Ouais, s'il te plaît. Il faut s'annoncer pour répondre, parce que sinon ça applaudit. Enfin voilà quoi. J'ai bien aimé un verbe qu'a utilisé Thierry, c'est le verbe partager. Est-ce qu'il y a un moment plus jouissif que social et amical que de partager une musique qu'on aime avec quelqu'un d'autre? Génial, non? La musique, si c'est pas fait pour être partagé, je me demande à quoi ça sert, si ce n'est peut-être faire plaisir à celui qui l'a créé. Mais voilà, donc il y a cette notion de partage derrière la musique. Et pour l'avoir vécu doublement, partager de la musique, c'est très jouissif. Partager de la science, ça l'est aussi. Et ça l'est des deux côtés. Ça l'est du côté de celui qui donne et de celui qui reçoit. Et je crois que s'il y a bien un engagement qui réunit tout le monde ici dans cette salle aujourd'hui, c'est quelque part cette notion de partage. Émerveillé pour se délecter, ça c'est peut-être la musique. Émerveillé pour instruire, c'est peut-être la science. Mais il y a du plaisir, il y a de l'émerveillement à la source. Et ça c'est dans un monde où, je vous le rappelle, c'est trivial, mais comme dirait l'autre, ça va mieux en le disant, dans nos sociétés, eh bien, il y a des logiques de partage, de mise en commun, et puis il y a des logiques de retranchement. Il y a des logiques d'appropriation, il y a des logiques de privatisation. Et donc, c'est pas si trivial que ça de se dire que on parie tous sur une valeur de partage, qu'on soit musicien ou qu'on soit scientifique. Agnès Parent finissait son discours en disant on fait la vie des gens belle. Bah ouais, je crois que ça c'est un super motif, quoi. Voilà. Ne m'applaudissez pas, hein, s'il vous plaît. Non, je pense que... Merci Guillaume. Enfin, c'est sûr que cette notion de partage, dans la préparation, les échanges qu'on a eus en amont de cette table ronde, il y avait aussi cette notion de générosité, comme tu l'as souligné. Et c'est pour ça aussi que ça questionne cette notion de frottement aussi, quand voilà, nous en tant qu'acteurs culturels, acteurs scientifiques, on partage, on s'engage et on va chercher des publics ou des communautés, des citoyens, des personnes avec qui travailler. Tu as parlé de militantisme. Derrière le militantisme, il y a aussi une forme de générosité, c'est-à-dire de don de soi par rapport à quelque chose dont on est convaincu. Donc on voit bien cette tension. Peut-être Olivier, sur ce point, tu pourrais intervenir, puisque tu as aussi tout ce travail avec les associations de malades, mais pas que, et puis aussi cette démarche que tu as soulignée par rapport au fait d'être chercheur en sciences humaines et sociales, qui engage aussi sur le fait qu'on étudie l'humain, et c'est intéressant d'avoir aussi une démarche, de l'impliquer dans cette démarche.
On t'entend pas, Olivier. Faut peut-être que tu allumes le son. Oui, voilà, pardon, Voilà, excusez-moi. je t'en prie. Oui, je disais effectivement cette question du partage, elle est au cœur des engagements citoyens. Mais effectivement, il y a plusieurs façons de la regarder selon les disciplines, selon les épistémologies sur lesquelles on travaille, quoi. C'est sûr qu'effectivement, il y a un côté générosité, plaisir, émerveillement à travailler sur des questions liées à, je sais pas, par exemple, à des sujets comme ceux de l'astrophysique, etc. Après, la recherche scientifique, le vécu des objets scientifiques, les questions que posent les thématiques scientifiques, elles sont aussi des questions qui peuvent être de souffrance, qui peuvent être de difficultés, etc., etc. Et pour moi, quand on s'intéresse à l'engagement par rapport à la question scientifique, en fait, il y a plusieurs engagements qu'on peut regarder. On peut vouloir partager plusieurs choses. Effectivement, il y a une première question dont on a pas mal parlé là pour l'instant, qui est celle de notre engagement à nous, soit en tant que chercheur, soit en tant que médiateur. Mais en fait, en face de nous, et ça, il faut absolument pas l'oublier, nous avons des citoyens qui sont engagés dans des questions qui sont liées à des questions scientifiques. Et donc, l'engagement citoyen, c'est finalement quelque chose qui se partage entre des chercheurs qui ont envie de donner un sens à ce qu'ils font et qui considèrent qu'ils sont payés, financés pour partager et faire une science qui est dans la société. Il y a des médiateurs dont le cœur de métier, si on les appelle encore médiateurs, le cœur de métier, c'est bien le partage. Et donc, leur métier n'a de sens que parce que c'est un métier de partage. Et puis, de l'autre côté, il y a des citoyens qui, eux, sont confrontés à des questions scientifiques et qui s'engagent pour essayer de trouver des solutions, qui créent des communautés ou qui essaient de se rattacher à des communautés, qui essaient de trouver des solutions à des problèmes qu'ils ont, qui peuvent être des problèmes de pollution avec ce qu'on appelle l'épidémiologie populaire. Ça peut être des personnes qui ont effectivement des problèmes parce qu'elles sont dans une errance médicale complète. Ça peut être des gens qui sont passionnés d'une pratique technique ou technoscientifique qui constituent des communautés. Et donc, notre métier, c'est aussi de chercher à trouver des gens, non pas à s'engager à partager avec eux, mais à essayer de trouver des gens aussi qui sont déjà engagés et à essayer de voir comment on peut les aider dans leur engagement. Et donc, c'est un système vraiment symétrique, quoi. Effectivement, on a souvent l'idée inspirée de la vulgarisation, c'est la vieille idée du modèle du déficit. Il faut finalement on fasse passer ce qui nous intéresse nous. Mais dans la réalité, les préoccupations existent, elles sont déjà l'objet de beaucoup d'engagements et c'est très important d'essayer de trouver cette notion d'écosystème de recherche, c'est-à-dire de s'associer avec réellement ce qui fait le rapport des personnes au domaine scientifique, etc., et dans leurs engagements personnels ou collectifs. Merci Olivier. Thierry, peut-être une réaction? Oui, juste pour rebondir sur cette idée de générosité, parce qu'effectivement, c'était peut-être une des choses que je voulais partager. Je trouve que là, il y a... Enfin, en tout cas, voilà, la première chose, c'était de me dire que c'était d'avoir conscience et de rendre dynamique le privilège qu'on a à être engagé dans quelque chose. Je trouve que c'est un privilège, en fait. Et que du coup, être généreux de ce privilège crée quelque chose d'extrêmement important. Donc c'est cette notion du partage, de cette générosité. Et bien sûr, voilà, parler de musique, parler d'astrophysique, forcément, il y a quelque chose de merveilleux à partager. Mais par exemple, moi, la fréquentation que j'ai de l'université, ça me permet aussi dans notre relation, je trouve qu'il y a une générosité de la rigueur, par exemple, de partager la rigueur. Alors vous allez me dire, la rigueur au début, a priori, c'est pas très glamour à partager. Sauf que c'est très très important. Et je me suis aperçu, et je voulais rebondir là-dessus, tout à l'heure quand on parlait de ce qui s'est passé, ou c'est moi qui l'ai imaginé, pendant la crise du Covid, combien j'ai été privilégié d'avoir partagé des conversations sur la question de la rigueur du raisonnement scientifique, quand je voyais la manière dont était perceptible ce qui se passait dans les médias.
c'est-à-dire où soudain ce raisonnement scientifique se retrouvait projeté dans un cadre qui était le cadre des médias, qui est un cadre forcément extrêmement formaté, et qui n'était pas un cadre généreux, et qui était un cadre qui alimentait un certain nombre d'autres mécaniques. Donc moi, j'avais ces billes en plus, et je voyais bien dans mes conversations, autant avec des gens que je connaissais, ou parce qu'on a une relation particulière avec ce quartier dans lequel nous sommes implantés à Strasbourg, là, qui est le quartier Gare, une relation de voisinage très forte, et comment on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui ne passait pas du tout de ce que je pouvais trouver normal, par exemple, de la confrontation, du débat qui passait par ce canal médiatique et qui devenait ils savent pas ce qu'ils veulent, ils sont pas d'accord. Alors que moi, j'avais compris à force de fréquenter l'université, par exemple, de nos conversations avec les uns et les autres, et je rends par exemple hommage à des conversations de fond que j'ai eues avec Alain Béretz à l'époque. Voilà, j'avais des billes en plus. Donc cette générosité d'un Alain Béretz, d'un Sébastien, mais aussi de l'université en elle-même, à partager aussi ces éléments-là de rigueur, qui sont peut-être moins glamour que la musique ou l'astrophysique, c'est aussi vraiment, il me semble, extrêmement important. Et de l'ordre de l'engagement. Merci. Il me semble aussi, ce sur quoi je voudrais continuer la conversation, c'est cette tendance aussi qu'on peut avoir à dire l'engagement, alors il faut partager une passion. Nous, les médiateurs, on dit oui, mais alors comment on vous aide à faire passer cette passion aux élèves, aux enfants, à un public large? Et aujourd'hui, on parle d'engagement. Pourquoi? D'abord, on pense que c'est vraiment important de s'engager, et peut-être en particulier sur les sciences, en lien avec cette nécessité d'avoir un engagement du plus grand nombre, une curiosité aussi, ou une volonté de s'engager sur des questions qui croisent des problématiques scientifiques. Ça, c'est un point important. Et comment en fait, on va inciter ces personnes à s'engager? Est-ce que c'est aussi ce qu'on a envie de faire? Et comment on saisit les engagements? C'est-à-dire comment on les attrape et comment on s'y confronte une fois qu'on a saisi ces personnes. Et Olivier, tu soulignais le fait que parfois, en fait, on ne voit pas des personnes engagées. Donc on souhaite participer à plus d'engagement, on dit et on porte cette volonté de plus d'engagement, et en même temps, certaines communautés, certaines personnes ne sont pas forcément visibles. Donc voilà, je voudrais qu'on s'interroge un petit peu sur ce point-là. Alors, je sais pas, dans un ordre, Olivier, je t'ai cité, donc peut-être si tu veux rebondir. Oui, moi je veux réagir à ça, c'est-à-dire pour moi, cette question, c'est un peu ce que je disais déjà tout à l'heure, mais cette question de la générosité, de l'engagement, à partager le plaisir, etc., pour moi, ça correspond à une partie de l'activité de l'action culturelle, scientifique et technique qu'on développe déjà depuis des années et qui porte ses fruits vis-à-vis d'un certain type de public, qui est le public qui est prêt à s'intéresser, à s'émerveiller et donc qui a envie de partager en quelque sorte. Et effectivement, la question essentielle, c'est finalement comment on fait pour les autres. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait si on a face à nous des gens qui finalement ne comprennent pas pourquoi on s'émerveille, pourquoi on se passionne, etc. Alors effectivement, on peut essayer de partager par l'élément sensible, les soirées d'astronomie, les actions arts et sciences, etc. Ça va toucher un certain public. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'en fait, il faut pas oublier que si on a envie, et si les pouvoirs publics souhaitent, et si les experts, les acteurs politiques désirent qu'on fasse de la science dans la société, c'est parce qu'effectivement, il y a une relation réelle science et société, et que du coup, les citoyens, les habitants de nos quartiers, ils sont confrontés à des problèmes scientifiques, technologiques, etc. Et peut-être que c'est ça qu'il faut aller voir, c'est comment eux les vivent, de quoi ils ont besoin, quelles sont leurs demandes. Elles ne sont pas formulées sous des formes scientifiques ou technologiques, mais elles existent, et il y a des communautés qui sont des acteurs, et du coup, effectivement, l'idée, c'est de se dire
que c'est en allant écouter comment les citoyens sont déjà engagés qu'on va pouvoir élargir les publics. C'est-à-dire que c'est pas uniquement l'idée de partager une passion, c'est d'écouter les préoccupations des autres ou d'écouter les centres d'intérêt. Effectivement, si en ce moment on se pose la question en astronomie, bah effectivement, il y a des passionnés d'astronomie, ça c'est sûr. Il y a des gens qui trouvent ça fantastique de pouvoir sortir, emmener leurs enfants au planétarium, des enseignants qui sont des acteurs du quotidien. Il y a des grandes soirées Nuit des étoiles, etc. Mais tout ça, ça touche pas réellement la majorité de la population. Et donc, il faut aller chercher autre chose. Il faut aller voir comment on peut s'engager. Comment les personnes sont concernées par les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, par exemple, les technologies photo, la possibilité de faire des photos nocturnes, etc., ça transforme toute une série de pratiques. Les intérêts qu'on a par rapport à la reconquête du ciel nocturne, la limitation de l'éclairage urbain, etc., c'est des préoccupations qu'ont des gens réels et il faut arriver à s'accrocher à ces préoccupations-là. En fait, disons que le modèle de nous sommes passionnés par les sciences et nous partageons, c'est un modèle qui est limité à ceux qui le sont déjà, en fait, ou à la petite fraction qu'on va pouvoir convaincre. Et l'enjeu, c'est d'aller chercher les autres. Si on regarde l'épidémie, la pandémie de Covid, on n'a rien partagé du tout. On a bénéficié d'un énorme enthousiasme, d'un énorme sens du professionnel, d'un énorme engagement éthique de tous les professionnels de santé. Mais en ce qui concerne la compréhension, la gouvernance, la constitution de comités d'action, en ce qui concerne la gestion de la pandémie, on n'a rien fait avec les associations de malades. On a très peu de communautés qui ont été associées à la gestion. Et résultat, c'est pas la seule cause, mais résultat, on se retrouve dans une situation où finalement l'image de la possibilité des investigations scientifiques a été complètement abîmée. Donc un de nos enjeux, en plus d'être généreux et d'avoir envie de partager des choses qui nous font plaisir, c'est d'aller écouter là où les gens sont concernés et d'essayer de construire avec leur communauté. Merci Olivier. Peut-être Guillaume, tu souhaiterais... Oui, Olivier préconise de mettre les oreilles aux bons endroits, et je crois que c'est une bonne stratégie. Il y a une marge de public à conquérir, c'est vrai. Mettre les bonnes oreilles aux bons endroits et travailler à partir de ça. Pour autant, on n'aura jamais tout le monde, et moi je vis assez tranquille avec ça, avec cette idée que malheureusement... mes concitoyens n'ont pas tous la même appétence pour le savoir. Il suffit depuis de longues années, je m'amuse à ça, mais vous pouvez le faire aussi. Dans une librairie bien fournie, regardez le nombre de mètres linéaires de livres d'ésotérisme et regardez le nombre de mètres linéaires de livres de sciences. L'économie parle d'elle-même. Hein. Le rapport est de 1 à 8. Il était déjà de 1 à 8 il y a 20 ans. C'est peut-être pire aujourd'hui. Alors pire dans le sens que vous voulez. Hein, mais, vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc il y a quand même un marché pour des gens qui ont plaisir à ne rien comprendre, hein, qui est supérieur au marché qui s'adresse à des gens qui ont plaisir de comprendre. Et ça, il faut en être conscient. Il y a des sites web qui fleurissent. Il y a des revues, même en kiosque, il y a déjà 20 ans, hein, dont les titres sont par exemple Mystère ou Science et inexpliqué. Alors, si vous êtes scientifique et que vous arrivez pour expliquer quelque chose dans la revue qui s'appelle Science et inexpliqué, vous comprenez que vous tirez une balle dans le pied de la raison d'être de la revue. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous n'êtes pas bienvenu, quoi. Non, je blague, mais faut avoir conscience qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas cette appétence pour le savoir parce que leur vision du monde ou la façon dont ils se le représentent correspondent plus à un besoin d'être rassuré ou à un besoin de rêver que d'un besoin de comprendre. Enfin, il y a une hiérarchie des besoins qui n'est pas nécessairement la même chez tout le monde. Bref, tout ça pour dire que ne nous mettons pas la rate au courbouillon d'aller chercher tout le monde. Allons chercher ceux, et je suis d'accord avec Olivier, allons chercher ceux qui ont de vraies questions, qui, sur le plan épistémologique, appellent les sciences. Et là, je crois que Olivier a raison, il y a une bonne cible à cet endroit-là, ouais. Sans se choisir un horizon inatteignable, je veux dire. C'est ça que je veux dire. Oui, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, sauf que moi je le dis autrement, c'est-à-dire que je dis que beaucoup de communautés, beaucoup d'individus, beaucoup de personnes
ne se rendent pas compte que des savoirs scientifiques ou des méthodologies scientifiques ou d'autres pourraient les aider, mais beaucoup de personnes sont sincèrement réflexives, en train d'essayer de chercher des solutions pour elles-mêmes, des réponses, et il n'y a pas une passion pour le mystère qui serait séparée, et une partie de la population qui aurait une passion pour le mystère et une autre partie de la population qui serait des bons apprenants. C'est alors la capacité à montrer et à dialoguer et à échanger avec des personnes sur les questions qu'elles se posent, les enjeux qui sont pour eux. Reprenons l'errance médicale, par exemple. C'est cette capacité-là à s'engager justement avec ces personnes-là dans de la résolution de problèmes qui permet d'élargir le public qui effectivement peut tirer quelque chose des avancées de la réflexion, du travail scientifique, de la modélisation, etc. quoi. Si encore une fois, si on n'essaye pas d'associer, par exemple, si on n'essaye pas d'associer les organisations de la société civile, l'éducation populaire, les acteurs culturels à la gestion d'une pandémie qui dure 2 ans, et ben effectivement, c'est sûr qu'on va pas créer de la culture scientifique avec cette pandémie. On créera exactement le contraire, et on amplifiera le goût pour le mystère. Enfin, le goût, disons, on amplifiera la crédulité sur un certain nombre de choses. Et si on n'essaye pas, on ne fait qu'amplifier ça. Alors, je suis ravi, la conversation prend. Dominique commence à dire, mais alors nous, dans la conversation, on est où ? Je propose juste, Thierry, peut-être que tu réagisses, et bien entendu, après, les personnes qui veulent entrer dans notre conversation sont les bienvenues. Oui, je voulais rebondir sur ce qui est en train de se dire, sur mettre les oreilles au bon endroit. Par exemple, ça c'est une chose je réagis là-dessus. Finalement, en fait, je crois qu'il y a énormément de bons endroits, quoi. Je reprends l'expression éducation artistique et culturelle. Déjà, c'est super, on n'a pas pris l'acronyme. On pourrait discuter de cette notion-là. Est-ce qu'on doit passer par d'autres types par d'autres sémantiques pour parler de tout ça. Mais en tout cas, prenons les mots au pied de la lettre. Moi, je peux vous dire qu'il me semble que si on prend ces mots-là, il y a besoin d'éducation artistique et culturelle vers des élus, vers des chefs d'entreprise, vers des cadres de l'administration, vers, je ne sais pas, des sportifs de haut niveau, mais aussi vers des directeurs de structures culturelles ou directrices de structures culturelles. Ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose là à jouer, et c'est là où c'est formidable d'avoir de la coopération entre des démarches et des engagements qui sont différents. C'est la possibilité de déborder de ces cases et de venir interroger l'ensemble de la société à partir de ces logiques. Je pense qu'il y a peut-être un endroit qui est vraiment, et c'est pas la panacée, c'est pas la solution absolue, mais c'est vraiment un endroit très important, c'est la question de l'espace public et des territoires, et des échelles de territoire. C'est-à-dire que venir sur l'espace public, prendre la responsabilité de venir sur l'espace public, c'est aussi provoquer d'autres types de conversations, d'autres types de rencontres. Ça demande à ce qu'on peut se dire ici, on ne le dirait pas de la même manière dans l'espace public, parce qu'il faudrait se confronter à tout un tas d'oreilles différentes. Et à partir de là, il y a d'autres modes de conversation. Alors, Sébastien a dit que c'était une de mes obsessions, c'est pas faux. Qui peuvent s'engager. Alors, cette question-là, je pense qu'elle est extrêmement importante parce qu'elle permet des fois d'aller ensemble à plusieurs dans l'espace public et donc d'assumer des questionnements qui sont complexes et qui en même temps doivent se réinventer parce que dans l'espace public on est a priori censé croiser l'ensemble de la société. Donc voilà, je trouve que là il y a peut-être alors encore une fois c'est une question dont nous sommes saisis notamment avec l'Ozosphère et qui est très importante pour nous, mais j'en veux pour preuve une opération qu'on a pu monter qui s'appelait Cosmos District et dans laquelle l'implication de l'université a été extraordinaire, où il y a eu une somme de propositions et de propos qui croisaient des questionnements artistiques, des questionnements scientifiques, qui étaient place du Château à Strasbourg.
qu'est-ce qu'on peut faire de plus central, qui a été traversé par 80 000 personnes. À partir de là, ce qui est extraordinaire, c'est la somme de conversations que ça a provoqué, y compris entre les gens, et comment on se saisit de ça et comment on arrive à le faire fructifier. Et pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui soient, comme j'ai compris que vous l'étiez, des gens engagés dans cette question de la médiation, de la transmission. Nous utilisons ce terme-là, parce qu'en fait, ça ne se fait pas tout seul non plus. Et voilà, soyez généreux de ça aussi. Je suis le premier à vous le demander. Merci Thierry. Dominique. Alors, je voudrais te donner un micro, Dominique. Si, parce qu'en fait, ça passe en live. Et si tu n'as pas de micro, les personnes ne t'entendront pas, et Olivier en particulier. Sébastien, quelle différence faites-vous entre, je dis ça parce que tu interviens dans le prochain colloque dont je vais parler, entre l'engagement et l'activisme? J'étais frappée de voir qu'à l'ICOM, Conseil international des musées, créé en 1946 pour éviter aux générations futures le fardeau de la guerre, je reprends les termes de la charte de l'ONU, j'étais frappée de voir que la principale keynote speaker, c'était Hilda Flavia Nakabouye, je ne sais pas si je prononce bien son nom, c'est la Greta Thunberg de l'Ouganda, qui cherche à protéger le lac Victoria, enfin, et qui maintenant, dans ce cénacle de de professionnels de musées, où on parle justement de moins en moins de collections, mais de plus en plus d'enjeux sociétaux. Donc c'est elle qui intervient en premier. Tu es dans le panel, tu es même le seul Français dans tous ces panels d'ouverture de la conférence ICOM à Prague, donc fin août, à Prague en plus. Bon, pas revenir sur tout ce qu'il y a derrière. Donc je voulais savoir quand même si dans ce terme d'engagement, encore une fois, entre engagement, activisme, la façon dont se saisissent de ce sujet les professionnels de musées dans le monde, on se souviendra pour ceux qui étaient à Kyoto il y a 3 ans, des débats houleux sur la définition du musée, de la remise en cause profonde de tout ce qui se passe autour des thèmes de décolonisation, etc., etc. Comme tu es un acteur principal et le seul Français présent dans ces prochaines tables rondes, je ne sais pas si ma question est pertinente par rapport au thème d'aujourd'hui, mais je me la pose en tout cas profondément et j'espère qu'on aura quelques éléments de réponse, peut-être à cette réunion prochaine internationale, évidemment, au mois d'août. Merci Dominique. Alors, si ça ne te dérange pas, je ne vais pas répondre à titre personnel, mais plutôt rebondir en rappelant, notamment ce matin, sur le forum européen, on a comment engager cette conversation sur quel est le positionnement des musées, comment les professionnels de la culture scientifique peuvent se positionner, notamment lors du congrès Excite début juin, donc ce grand réseau des musées de centres et des centres de sciences européens, les musées d'histoire naturelle ont visiblement fait un switch. En tout cas, c'est ce qui m'a été rapporté. Malheureusement, j'ai pas pu aller au colloque, mais à la fois Agnès m'en a parlé, Christelle Ledeliou, la directrice adjointe qui était du Jardin des Sciences, m'en a parlé aussi en disant les muséums, ils ont comme objectif de faire de l'ensemble de leurs visiteurs des avocats pour la planète. Voilà, donc ça pose un petit peu ce que tu dis, c'est-à-dire quand tu fais tes visiteurs des avocats pour la planète, ça veut dire quoi aussi en termes d'activistes, en termes de militantisme, en termes de prise de position? Si, parce que finalement, tu leur dis quoi, ça va être un avocat de la planète. Je pense qu'il y a effectivement cette question de savoir où on va. Donc je pense que je trouvais intéressant, Guillaume, par rapport à la façon dont tu l'amènes aussi sur cet aspect, à la fois le plan personnel, le plan d'où on parle. Donc je pense que l'explicitation de d'où on parle, à quel niveau on se situe est importante. Voilà, et je pense que cet engagement, c'est pour ça que je trouve que c'est bien de le mettre au niveau de l'engagement. Il est aujourd'hui un thème important sur lequel nous devons échanger pour que nous arrivions à trouver notre position dans une société où il y a, c'est pas nouveau, tu le rappelais que l'ICOM sortait de la guerre et qu'un des enjeux, c'est à travers la culture, c'est Paris, la culture et les musées en particulier, de pouvoir promouvoir la paix et de garantir la paix. On le voit que quelque part ça peut aussi fonctionner dans la façon dont l'ensemble des pays ont pu se saisir de ces institutions notamment, dont on se retrouve autour des biens communs, des biens matériels.
Bref, je ne voudrais pas trop monopoliser la parole, mais je te remercie d'avoir soulevé cette question qui, je pense, effectivement, est une question qui vient aussi sur cette notion d'engagement. Ouais. Oui, c'est une question qui me tient à cœur aussi, et il y a une rétrospective peut-être historique à faire en résumé. Au sortir de la guerre, on sort d'une période où la connaissance avait été inféodée à des intérêts sociopolitiques forts. Si je vous fais à dessin, une bonne partie des scientifiques sont partis de l'Allemagne nazie, une bonne partie des scientifiques sont partis de l'URSS de Staline, pour les raisons que la connaissance n'était pas l'engagement prioritaire, j'ai envie de dire, dans ce pourquoi ces États payaient des chercheurs. Et donc, on comprend qu'au sortir de la guerre, la connaissance ait été ramenée sur le devant de ce qui est le plus largement partageable à tous les humains, bien disposés à utiliser leur raison. Tout à l'heure, j'ai dit que la science propose, elle n'impose pas. Mais je l'ai dit à dessein. Parce que c'est ça qui n'est pas compris dans les logiques culturalistes qui animent aujourd'hui certains musées. C'est qu'ils ont le sentiment que la connaissance s'impose et que l'universalisme d'une démarche scientifique, pratiquée d'ailleurs par un collectif professionnel qui est largement international, cet universalisme passe pour être un néocolonialisme. En effet, il y a un moment de bascule. Il faut véritablement être vigilant sur quelle est la nouvelle priorité d'engagement des musées dans le monde. Est-ce que c'est de traiter de questions sociopolitiques locales ou est-ce que c'est continuer à mettre la connaissance sur le devant de la scène dont on peut s'emparer éventuellement pour traiter ailleurs de questions de politique et de social locales. Mais je dis bien ailleurs. Est-ce que le musée doit s'imprégner des problématiques socio-politico-économiques locales à chaque endroit où il s'exprime? À mon avis, il y aurait un dévoiement des musées et surtout une perte de la lisibilité de son message et de son action. Donc là, je prends personnellement position sur la question que vous avez posée. L'universalisme de la connaissance scientifique et autres doit rester la priorité de l'engagement des musées, ce qui n'empêche pas de parler d'autres choses, mais quand je parle de priorité, c'est que ce n'est pas au détriment de la connaissance que le musée doit mener, comment dire, remplir ses nouvelles tâches, si nouvelles tâches il y a. Est-ce que d'autres personnes veulent rentrer dans notre conversation? Je vois Julie qui fait... Est-ce que je peux glisser un mot sur la définition d'engagement? Ah, Olivier, excuse-moi, oui, pardon. Alors, oui, pour répondre En fait, le problème, c'est que je ne te vois pas, donc tout le monde me fait signe derrière. Pour répondre à Dominique, pour moi, engagement, c'est vraiment un très mauvais mot dans le contexte international. Le mot engagement en anglais, en américain, n'a pas vraiment le même sens qu'en français. C'est clair. Voilà, engagement, c'est fiançailles, c'est... Voilà, et donc effectivement, là, ce dont on parle, c'est un truc qui est intermédiaire entre, moi je le traduirais en langage international, c'est mobilisation ou activation. Et effectivement, donc c'est pas très loin. En tout cas, trouver un truc qui serait commun au sens français, au sens anglais, c'est pas si évident que ça. Et du coup, pour moi, c'est pas vraiment le cheval de bataille, c'est pas forcément l'engagement dans un contexte international, parce que sinon, ça crée des ambiguïtés. Et pour moi, le cheval de bataille, ça devrait être la réflexivité collective. Et ça, c'est symétrique, aussi bien du côté des chercheurs que du côté des citoyens. Et puis, l'autre chose essentielle, c'est la traçabilité des savoirs. C'est-à-dire, c'est effectivement ce avec quoi nous pouvons négocier et nous pouvons dialoguer avec les personnes concernées, c'est l'intérêt d'une réflexivité collective, de travailler ensemble et de prendre le principe que des savoirs, c'est des choses dont on sait d'où ils viennent. Merci Olivier. Oui, Jean-Marc, pardon. Je voudrais rebondir sur quelque chose qui a été dit tout au début quand l'un d'entre vous rappelait qu'il y a maintenant des jeunes chercheurs qui s'engagent de façon très nette. Moi, j'ai rien contre le mot engagement, qui a une belle histoire politique et philosophique en France. Je regrette que les anglo-saxons ne le partagent pas, mais tant pis pour eux. De ce point de vue, vous avez sans doute vu passer, en particulier, la déclaration des 8 étudiants d'AgroParisTech
qui ont déclaré une véritable sécession par rapport aux objectifs de leur école. Je rappelle aussi, c'est un peu plus ancien, une décision collective de nombreux jeunes chercheurs qui est d'ajouter une signature collective, fictive, Camille Nous, Camille parce que c'est neutre du point de vue, c'est non-genré, et Nous à propos de l'esprit, qui cherche à mettre en évidence le caractère délibérément et largement collectif de toute activité scientifique. Alors partant de là, je voudrais revenir, puisqu'on fête ici un 40e anniversaire, je voudrais moi en fêter un 50e ou presque, c'est-à-dire revenir dans les années 70, début des années 70 et 68, où effectivement un engagement conséquent et intense de la part d'une fraction des jeunes chercheurs s'était manifesté. Pour ceux que cela intéresserait de revenir en arrière, je leur conseille de lire un ouvrage collectif que j'avais co-édité avec Alain Jaubert et qui s'appelle « Autocritique de la science », qui est paru en 1972 et qui est maintenant disponible sur le net. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'il me semble que ce qui a été intéressant à cette époque, c'est que nous ne sommes pas passés du partage des sciences à l'engagement citoyen, mais presque l'inverse. C'est cet engagement citoyen, politique, lié au vaste mouvement de mai 68, qui nous a amené quelques années après une militance assez radicale à nous rendre compte qu'il fallait aussi que nous nous donnions des objectifs à plus long terme et donc à venir à la question du partage du savoir. Et de ce point de vue-là, nombre des initiatives, au moins dans les débuts du mouvement de la culture scientifique et technique et industrielle, dans les années 80, sont liées à l'engagement de ces très jeunes générations à l'époque, la mienne. Et donc il me semble que c'est intéressant de voir que le rapport entre engagement et partage du savoir peut aller dans les deux sens. C'est d'autant plus intéressant, me semble-t-il, j'ai une dernière chose à rajouter, que ce partage du savoir, du coup, peut se faire sur un mode qui n'est pas seulement le mode enthousiaste du partage d'un savoir merveilleux, qui existe effectivement et qu'il serait tout à fait dommageable d'oublier, mais qui se fait aussi, et ces jeunes chercheurs d'aujourd'hui, comme ceux d'autrefois en témoignent, sur un mode qui peut être extrêmement douloureux. C'est pas facile ni très gai d'être chercheur. Et je crois que les difficultés que l'on rencontre dans ce métier-là, nous devons les partager aussi, ne serait-ce que parce que ça nous rapproche de l'ensemble de nos concitoyens. Exercer un métier, même quand on l'a choisi et qu'il est gratifiant, c'est toujours difficile, ardu, on rencontre des tas de problèmes, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur du métier. Et je crois que mettre en évidence ces difficultés doit faire partie des savoirs que nous partageons. Merci Jean-Marc. Je vous propose, il me semble qu'il est l'heure, voilà. Et il est l'heure quasi pile quand même, hein, voilà. Donc nous pouvons tous nous féliciter collectivement d'avoir